Bonjour, donc je vous remercie déjà de me donner la parole pour parler d'allogreffe dans les syndromes myélodysplasiques et ma présentation va se concentrer sur les faibles risques. Donc voici le plan que je vais suivre. Tout d'abord, je rappellerai quelles sont les indications classiques de greffe. Ensuite, j'expliquerai de quel bas risque on parle. Je vous montrerai quelques résultats de l'allogreffe dans les bas risques et enfin je finirai par le protocole national MDS allorisque. Donc les indications classiques de greffe, il s'agit des patients qui sont classés intermédiaire 2 ou élevés selon l'IPSS classique et ceci est valable chez les patients de plus de 60 ans comme les plus jeunes et également si l'on compare les survies avec des patients traités par Vidaza. Donc, nous avons fait il y a quelques années une étude prospective au sein du GFM avec la collaboration de la SFGM-TC qui consistait à enregistrer justement des patients intermédiaires 2 ou élevés âgés de 50 à 70 ans et si ces patients avaient un donneur, ils étaient greffés. S'ils n'avaient pas de donneur, ils poursuivaient en général un agent hypométhylant, ce qui était le traitement de plus de 90% des patients. Donc s'ils avaient un donneur, ils étaient greffés avec un conditionnement d'intensité réduite. Les résultats sont les suivants. Il y a donc une meilleure survie chez les patients qui ont un donneur. Cette différence de survie entre les patients qui ont un donneur et ceux qui n'ont pas de donneur n'est visible qu'après la deuxième année, tout simplement parce qu'il existe d'une part un délai entre l'inclusion et la greffe, d'autre part une mortalité post-greffe initiale importante et qui est compensée dans le bras non greffé par une mortalité spontanée, ce qui fait que la différence n'est visible qu'à partir de la troisième année dans cette étude, comme d'ailleurs toutes les autres études qui ont eu le même design. Donc les indications classiques de greffe des patients intermédiaires 2 ou élevés, alors qu'à l'inverse, on observe un excès de mortalité si on greffe au diagnostic les intermédiaires 1 ou les bas risques. C'est ce que dès le départ et dès la première étude publiée au début des années 2000, on avait constaté. Si on regarde le schéma de gauche, dès qu'on s'éloigne du diagnostic, on perd des années de vie pour les patients intermédiaires 2 ou élevés, alors que c'est exactement le contraire pour les patients intermédiaires 1 ou bas. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas d'indication de greffe pour les bas risques, mais ça signifie qu'il n'y a pas d'indication de greffe immédiatement au diagnostic pour ces patients. Donc, au total, si l'indication de greffe reconnue de façon internationale est plutôt réservée aux hauts risques, qu'en est-il pour les bas risques? Alors, je rappelle très rapidement les survies espérées pour les bas risques. Et premièrement, on va s'intéresser essentiellement à des patients qui ont moins de 70 ans, puisque les patients âgés de plus de 70 ans, en général, ne sont pas éligibles à la greffe. Et ces patients ont des survies relativement longues, assez différentes quand même entre les intermédiaires 1 ou bas, puisqu'on a des survies à partir du diagnostic, des médianes à 4 ans et demi pour les intermédiaires 1 et 9 ans pour les bas. Mais en réalité, dans cette population, les risques sont assez variés et il existe des critères de mauvais pronostic qui permettent encore de classer ces deux sous-groupes. Et ces critères de mauvais pronostic sont liés à la biologie moléculaire, en particulier les mutations somatiques, à d'autres scores comme l'IPSS révisé, l'existence d'une fibrose médulaire et de mauvais pronostic, les patients qui ont des cytopénies compliquées, thrombopénie réfractaire, infection sur neutropénie, et enfin tous les patients qui sont en échec des traitements habituels. Donc si on commence justement par les patients en échec d'agents stimulant l'érythropoïétine, on s'aperçoit sur la courbe de survie à droite que les patients résistants primaires
à ces traitements ont une survie nettement inférieure. C'est la courbe rouge, des médianes de survie de 3 ans et quelques, contre plus de 5 ans pour les bons répondeurs. Si on s'intéresse aux mutations somatiques, on sait maintenant depuis de nombreuses années qu'il existe un certain nombre de mutations somatiques de mauvais pronostic qui sont listées ici dans cette étude de Raphaël Bérard, avec notamment les mutations de TP53, EZH2, ETV6, RINX1 et ASXL1. Ainsi, si on s'intéresse exclusivement aux bas risques, donc ce sont les deux figures du dessus. Les bas risques, donc la figure de gauche, nous montre que lorsque un patient de bas risque a des mutations somatiques de mauvais pronostic, il se retrouve sur la courbe de survie des risques intermédiaires 1, c'est la courbe verte et noire qui sont confondues. Et c'est le même raisonnement pour la courbe de droite en haut. Les patients intermédiaires 1 qui présentent des mutations somatiques de mauvais pronostic ont finalement une survie superposable à la survie des intermédiaires 2. Et cette autre étude nous confirme le fort impact des mutations somatiques. Si on s'intéresse au groupe 2, c'est-à-dire des patients qui sont à bas risque, un certain nombre de mutations va augmenter le risque de ces patients. Il s'agit de la courbe verte, groupe 2, en comparaison avec la courbe grise, le groupe 4. Les survies de ces patients sont largement et significativement inférieures au groupe 4. La mutation de TP53 parmi toutes ces mutations est probablement celle qui a le plus fort impact pronostic. Alors, maintenant, je vais vous montrer quelques résultats de l'allogreffe pour ces bas risques, justement. Sauf qu'au début de ma présentation, je vous ai dit que ces patients n'avaient potentiellement pas d'indication de greffe, en tout cas pas au diagnostic. Mais il se trouve que lorsque l'on regarde les registres de patients, que ce soit le BMT, CUBMTR ou autre, on s'aperçoit que plus de 30% des patients inclus dans les registres et donc greffés dans le monde sont en réalité intermédiaires 1 ou bas. Donc on a quelques chiffres. Ceci dit, il y a très peu d'études qui se sont concentrées vraiment sur les bas risques. Globalement, on va s'apercevoir que les résultats sont meilleurs que pour des hauts risques, ce qui est logique, et donc les survies sont de l'ordre de 60%, alors qu'on s'attend à 40% à 3 ans de survie post-greffe. Donc cette étude italienne illustre parfaitement les catégories en fonction du risque estimées par l'IPSS révisé, avec donc 4 catégories, de la meilleure survie à 70% au plus haut risque, avec des survies de 20% à moyen terme. Cette étude est concentrée sur les bas risques, intermédiaires 1 ou bas, que ce soit au diagnostic ou à la greffe, sans aucune évolution vers un plus haut risque. Donc la survie, comme je vous le disais tout à l'heure, est de l'ordre de 60% pour ces patients. Et les facteurs de risque sont la source de cellules, avec un meilleur pronostic pour les CSP, l'utilisation de sérum antilymphocytaire, le statut CMV et le pourcentage de blastes médulaires. Mais dans ces études, nous n'avons aucune information sur les mutations somatiques, aucune information sur les réponses éventuelles au traitement, et en d'autres termes, on ne sait pas exactement pourquoi ces patients ont été greffés. Ces deux courbes issues de cette même étude montrent clairement que des patients qui seraient greffés en non apparenté sans sérum antilymphocytaire ont une perte de chance. Et de même, les patients qui recevraient un greffon de moelle osseuse ont une moins bonne survie. Cette étude, elle est centrée sur les anémies réfractaires. Elle est ancienne, mais les résultats sont assez encourageants. Il s'agit de patients relativement jeunes qui reçoivent un conditionnement d'intensité myélo-ablative, et donc les survies sont supérieures à 60%. On peut imaginer que depuis 2002, donc pour des patients greffés dans les années 90, il y a eu des progrès, c'est-à-dire que les
typages HLA sont maintenant réalisés en haute résolution, les donneurs sont donc mieux appariés, il y a des progrès dans les transfusions, dans les préventions de GVH, dans les préventions d'infections, mais aujourd'hui je n'ai pas l'étude qui pourrait montrer quels sont les résultats dans ces patients spécialement. Alors récemment, une nouvelle étude qui compare des patients greffés et non greffés a été publiée, et justement cette étude s'est intéressée au plus bas risque. Alors cette fois-ci, alors que toutes les études préalables s'intéressaient aux patients classés selon l'IPSS classique, dans cette étude, on a des patients classés dans l'IPSS révisé, ce qui brouille un petit peu pour essayer d'en tirer des conclusions. Ces patients sont donc en majorité les anciens intermédiaires 1. Sachant que dans l'IPSS révisé, il y a quand même une certaine proportion de patients qui sont intermédiaires 2. Donc c'est un mélange de ce qu'on avait classé initialement bas risque et haut risque. Donc beaucoup de patients. La question posée, c'est doit-on greffer au diagnostic? Doit-on greffer plus tard? Et cette question, elle est posée pour les bas risques et pour les risques intermédiaires. Donc cette étude montre, sur la figure de gauche, nous avons des patients à bas risque. Et ce que montrent ces courbes, c'est que plus on va décaler la date de greffe par rapport au diagnostic, plus on va avoir un gain de survie. Quand la courbe monte, c'est qu'on a un gain de survie. A l'inverse, pour les risques intermédiaires, on a donc un profil de courbe exactement inversé. C'est-à-dire que plus on va décaler, plus on va perdre des années de survie. Et les courbes sont faites en fonction des âges. Et donc on s'aperçoit que c'est vrai dans toutes les catégories d'âge. La courbe violette étant les patients de 65 ans, et puis les courbes vertes sont les patients plus jeunes, rouges et vertes. Donc finalement, dans cette étude, si on greffe les patients immédiatement au diagnostic, les patients à risque intermédiaire, on va gagner des années de survie. On va d'ailleurs gagner d'autant plus qu'on est plus jeune. C'est ce que montrent les courbes, et en chiffres, ça donne plus de 5 années gagnées pour les patients de moins de 50 ans, environ 5 ans pour les 60 ans et un petit peu moins pour les plus de 65 ans. Et donc, en conclusion, ce serait délétère de décaler la greffe pour ces risques intermédiaires. En revanche, on ne peut pas conclure la même chose pour les bas risques. Ensuite, il s'agit de la seule étude qui a réellement rapporté cette conclusion, et donc pour l'instant, elle n'a pas été confirmée par d'autres études. Donc, on va se poser la question de l'allogreffe pour des bas risques lorsque la médiane de survie attendue est inférieure à 3-4 ans. C'est-à-dire que les patients présentent d'autres critères de mauvais pronostic que la classification IPSS. On va aussi s'intéresser aux comorbidités, car les comorbidités ont clairement un impact sur la mortalité post-greffe. Ainsi, il faut réfléchir à la mortalité non liée à leur rechute que l'on peut accepter chez un patient. Par exemple, votre patient a un donneur HLA génoidentique de la fratrie. Il est jeune sans comorbidité, on aura une mortalité liée à la greffe et donc non à la maladie, inférieure à 15%. On n'aura pas zéro de mortalité, y compris chez un jeune patient, mais on aura une mortalité de l'ordre de 10%. Un patient plus âgé, avec comorbidité, la mortalité sera supérieure à 25%. Donc pour chaque configuration, grâce à ce petit tableau, vous pourrez estimer quelle est la mortalité attendue et ainsi vous pourrez prendre votre décision. Si votre patient a un donneur cette fois-ci non apparenté HLA identique de la fratrie, la mortalité est plus importante, la mortalité non liée à la maladie. Cette fois-ci, il faut vraiment être très très jeune pour avoir une mortalité inférieure à 15%. Autant dire que c'est très rare pour les patients atteints de syndrome myélodysplasique. Ces pourcentages ne concernent que des patients qui ont une maladie à bas risque. Et pour des patients qui seraient entre 40 et 50 ans, ce qui est très jeune pour avoir un SMD,
la NRM serait quand même de l'ordre de 25%, voire plus de 35% pour des patients de plus de 60 ans avec comorbidité. Il faut voir que la probabilité aussi d'avoir une comorbidité augmente largement avec l'âge, donc la plupart des patients de 60 ans ont des comorbidités. Une autre façon d'estimer la mortalité liée à la greffe et la survie d'une manière générale, c'est d'utiliser un certain nombre de paramètres et en particulier les mutations somatiques pour avoir une idée des résultats de greffe. Donc dans cette étude, si on s'intéresse à des patients qui ne seraient pas à risque trop élevé, par exemple des patients qui n'auraient pas la mutation TP53, les survies s'échelonnent de 30 à 80%. Et pour les plus jeunes, donc 80%, pour les patients de plus de 40 ans, il semblerait que ce sont les mutations de la famille RAS qui vont être de mauvais pronostics. Et pour les patients qui n'auraient pas les mutations RAS, à ce moment-là, il faut céder d'autres facteurs pronostiques comme des SMD induits, des cytopénies sévères ou la blastose. Donc, je vais maintenant vous présenter le protocole MDS à low risque, dont le promoteur est le GFM et qui est conduit en collaboration avec la SFG-MTC. Donc, il s'agit d'une étude prospective de phase 2, dont l'objectif est de comparer la survie et la qualité de vie des patients qui ont ou qui n'ont pas un donneur, et dans une population dite à bas risque. On se met à 3 ans pour estimer la survie car, comme je l'ai dit au début de la présentation, on est à peu près sûr que les 2 premières années, on ne va voir aucune différence de survie, enfin en tout cas pas d'avantage pour l'allogreffe vu la TRM attendue. Les objectifs secondaires sont assez classiques, mais on va bien sûr analyser quelle est la proportion de patients avec donneur qui va effectivement être greffé, et on va également analyser la chélation post-greffe et pré-greffe et notamment la faisabilité de cette chélation par exjade pour les patients avec surcharge en fer. Donc voici les critères d'inclusion. En fait, ils vont reprendre les facteurs de risque que j'ai détaillés au cours de cette présentation. Donc des patients de moins de 70 ans sans contre-indication à la greffe et qui sont tous intermédiaires bas ou intermédiaires 1 ou bas, et qui ont au moins un autre facteur de risque, qui peut être soit la classification sur le l'IPSS-R à plus haut risque, soit des échecs de traitement, soit des cytopénies sévères. Les critères d'exclusion vont être assez classiques, mais évidemment, si le patient a évolué vers un plus haut risque, il ne sera pas éligible à ce protocole. Donc ici, rapidement, le design de l'étude. Donc les patients sont inclus lorsqu'ils ont les critères d'inclusion, et il va y avoir une évaluation de la surcharge en fer dès le début pour éventuellement instaurer de l'exjade si le patient ne l'a pas déjà. Donc il va y avoir également une évaluation moléculaire à différents points du suivi. Et les patients qui auraient un donneur HLA identique, que ce soit en non apparenté ou en intrafamilial, vont recevoir la greffe dans les 4 mois et après un conditionnement d'intensité plutôt réduite. Donc les critères de démarrage de l'exjade sont des transfusions de plus de 20 kg globulaires ou une ferritine à plus de 1000. À noter que les patients qui n'auraient pas de donneur sont éventuellement éligibles pour d'autres protocoles de phase 1-2. À ce jour, nous avons inclus 66 patients avec pas mal d'échecs de screening au final, liés à des critères qui sont un peu stringents, des critères d'inclusion. Donc on a un groupe A de patients avec donneur, 51 patients, dont 45 ont pu être greffés, et un groupe B sans donneur, et puis un patient en attente de typage HLA. On s'aperçoit dans une analyse intérimaire que nous avons fait en septembre qu'il y a 7 patients sur 45 patients greffés qui sont décédés de toxicité post-greffe, ou en tout cas d'une cause non liée à la maladie. Alors qu'il y a un seul patient dans le groupe B qui est décédé, et qui est décédé de maladie. En ce qui concerne la progression,
Pour l'instant, les proportions sont identiques dans les deux groupes, avec environ 25% de progression. Donc on devrait refaire un point d'ici environ une année en poursuivant les inclusions pour notamment arriver à notre effectif au départ qui était donc de 100 inclusions. Si jamais les patients du groupe B, c'est-à-dire sans donneur, évoluent, ce qui peut arriver parce que c'est encore une fois une catégorie de patients à relatif haut risque, à ce moment-là, il est possible de les greffer avec un donneur alternatif à n'importe quel moment du protocole. Donc voilà, je voudrais remercier, je vous remercie de votre attention et je remercie tous les centres également qui participent au protocole MDS à low risque.